Je vais donc appeler maintenant Cléa Calderoni, qui est doctorante à l'Université de Picardie, qui va nous parler de la patrimonialisation des chapelles. Alors, à propos des stèles, j'ajouterai qu'aujourd'hui, la grande discussion que nous avons pour le dossier UNESCO, c'est l'absence de stèles animistes réclamées à corps et à cri par le Mali, le Burkina Faso, enfin bon, un tas d'États. Et c'est sûrement une des conditions du vote définitif quand le dossier sera examiné au comité du patrimoine, parce qu'ils ont commencé à faire une liste pour voir quels sont leurs tirailleurs qui sont concernés, puisque maintenant ils disposent du listing des tirailleurs par État. Donc ils sont en train de travailler là-dessus, les chercheurs sont en train de travailler là-dessus, et il y aura certainement une démarche en ce sens pour les reconnaître, parce que vous allez dans n'importe quel cimetière, soit ils sont musulmans, soit ils ont une croix latine, soit ils sont tout simplement agnostiques. Alors que ce n'est pas le cas. C'est un problème que j'attends, ils vont m'écrire, m'envoyer un courrier, et je transmettrai ça à l'administration. Ce n'est pas quelque chose qui relève de moi, mais ils demandent à être reconnus comme les autres, et c'est vrai que M. Basseni ce matin dit « Oh là là, mais oui, oh là là, mais c'est une réalité ». C'est une réalité. Ils ont combattu aux côtés des autres, ils ont le droit d'être reconnus comme les autres. C'est d'ailleurs ce qu'ils réclament, c'est notre histoire, ce n'est pas que votre histoire. Voilà. Donc je voulais bien préciser ceci, c'est un des points très importants dans la reconnaissance mondiale de ces sites. Voilà, je vous donne la parole. Je tiens avant tout à remercier les organisateurs et organisatrices de cette journée d'études. Merci également pour l'accueil dans ce lieu et merci au comité d'avoir retenu cette proposition qui porte donc sur la patrimonialisation des chapelles commémoratives de la Grande Guerre. Un sujet vaste dont je propose ici de relater quelques exemples. Après la Grande Guerre, de nombreux édifices cultuels sont édifiés dans la volonté de commémorer le souvenir des morts. Alors que se développe un culte civique autour des martyrs de la patrie, par l'édification de monuments, le caractère religieux de la chapelle se voit assimilé à la typologie du commémoratif. Conçus comme des mémoriaux, ces édifices deviennent lieux de recueillement et acquièrent ainsi rapidement une double valeur historique et mémorielle. Comme l'explique Pierre Nora, la mémoire est la vie toujours portée par des groupes vivants et à ce titre, elle est en évolution permanente. L'histoire, une représentation du passé qui appelle analyse et discours critique. Il souligne donc le lien entre une mémoire visible qui s'attache à un lieu et une histoire relatée par des écrits. Les œuvres visibles de cette commémoration font en France plus particulièrement depuis les années 1990 l'objet de protection au titre des monuments historiques. Pour rappel, rapidement, la procédure d'inscription ou de classement au titre des monuments historiques est engagée soit à l'initiative d'un des services du ministère de la Culture, soit par le propriétaire, soit par un tiers. Il existe 3 mesures de protection en France, le classement, l'inscription et le classement d'office. Pour ce qui est de l'inscription, elle est déconcentrée et les avis sont donnés par la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture qui peut, à l'issue de cette commission, émettre un vœu de classement. Dans ce cas, après l'obtention du propriétaire, l'édifice passe en Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, à l'issue de laquelle le classement est voté. Les immeubles qui présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent être inscrits. Et ceux dont la conservation présente, toujours au point de vue de l'art ou de l'histoire, un intérêt public et entendu national, sont classés. Pour revenir à notre sujet, les chapelles mémoriales possèdent, comme leur nom l'indique, une double fonction, à la fois cultuelle et mémorielle, liée à l'expression du deuil collectif et à une volonté de renaissance symbolique inscrite dans une démarche religieuse. Lors de la période marquée par la récente séparation des églises et de l'État, les édifices commémoratifs devaient être laïques, mais, comme on vient de le voir, les édifices funéraires pouvaient s'affirmer religieux. Si la commémoration républicaine se met en place dès les années suivant le conflit, notamment par la protection des vestiges de guerre, comme je vais l'évoquer, mais aussi par l'installation dans la plupart des communes d'un monument aux morts, remarquons que la commémoration religieuse s'est également imposée dans les hauts lieux de la mémoire nationale. En 1920, une nouvelle section de la Commission des monuments historiques a été créée pour prendre en charge les vestiges et souvenirs de guerre. La loi des finances du 31 juillet 1920 stipule, je cite, « Il sera fait par les soins du ministère de la Guerre un choix des plus remarquables organisations du front pour être conservées et classées comme monuments historiques. »
Ainsi, les vestiges de guerre sont les premiers témoins du XXe siècle en France à bénéficier d'une protection en raison de leur caractère représentatif d'une organisation de groupe ou encore siège de violents combats. Cet élargissement de la notion d'intérêt mène au classement du tout premier objet immobilier du XXe siècle, à savoir la plateforme d'artillerie de Zillisheim en Alsace, établie en 1915 et classée en 1920. De nombreux vestiges se voient ainsi protégés durant la décennie suivant le conflit de la Grande Guerre. Et c'est dans ce contexte que la chapelle de la carrière de Rouge-Maison est repérée, lors d'un recensement de pré-inventaire mené dès 1922 par la région de Picardie. Mais ce n'est qu'en 1997, finalement, que ce lieu fait à nouveau l'objet d'une attention lorsque la Commission supérieure des monuments historiques mène une nouvelle campagne sur la thématique du patrimoine de la Grande Guerre dans cette région. La chapelle se situe dans une niche creusée au sein même des carrières souterraines de Vély-sur-Aisne. Et l'intérêt réside principalement dans les traces rupestres datées de 1917 et laissées dans le calcaire par les combattants. Menacée de vandalisme au moment de l'étude topographique de 1997, elle est classée monument historique en raison, je cite, du caractère particulièrement émouvant de ce lieu de mémoire qui comporte des sculptures d'une qualité remarquable. Le procès-verbal de la commission fait aussi état d'un patrimoine moral et monumental majeur dont le souvenir reste présent dans la mémoire collective de la population. Antoine Prot, dans son étude consacrée à Verdun dans les lieux de mémoire, constate une différence entre deux mémoires s'étant constituées en parallèle. Une mémoire combattante, donc celle des soldats ayant pris part au champ de bataille, et une mémoire nationale, naissant du deuil des familles des victimes notamment. La loi du 29 décembre 1915 décide la création de nécropoles nationales pour regrouper les corps des combattants morts pour la France. Mais c'est à l'initiative de comités privés que des monuments à caractère à la fois funéraire, commémoratif et religieux sont élevés au sein de ces nécropoles, notamment afin d'honorer la mémoire des disparus sans sépulture. Jean-Michel Legnaud, dans Les archipels du passé, parle de cette manifestation vive comme, je cite, d'une réconciliation des Français autour des cathédrales martyrs de la Grande Guerre. Les champs de bataille deviennent donc des espaces de commémoration où sont édifiés des mémoriaux d'ampleur nationale, dont les 4 monuments nationaux de la Grande Guerre, comportant chacun un édifice religieux. L'ossuaire de Douaumont, peut-être le plus connu de ces sites, est un édifice majeur sur le plan national et international. En 1919, l'évêque de Verdun décide d'ériger un monument consacré aux morts français inconnus, monument approuvé unanimement par les pouvoirs civils. Le concours est remporté par l'architecte Léon Azéma qui dessine un ossuaire de plan cruciforme avec une lanterne monumentale convoquant l'image d'une vaste pierre tombale. Les dessins du projet sont critiqués et d'ailleurs on peut lire par exemple dans l'architecture d'aujourd'hui en 1922, donc au moment de la publication du projet, que l'édifice ne présente aucun intérêt du point de vue architectural. Mais finalement, au moment de son inauguration, 10 ans plus tard, l'édifice est salué par la plupart des revues d'architecture françaises. Et l'ensemble est inauguré donc en 1932 par le président Albert Lebrun, accueilli par le maréchal Pétain, ce qui marque d'emblée l'importance nationale de l'édifice et de l'ensemble. C'est à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille de Verdun que l'ensemble de l'ossuaire est classé parmi les monuments historiques et, je cite, en tant qu'œuvre exceptionnelle par sa conception architecturale portant le témoignage d'un des épisodes les plus marquants de l'histoire du XXe siècle. Afin de commémorer les 2 batailles de la Marne, la chapelle de la Reconnaissance est construite à l'initiative des catholiques de France. Débutée en 1921, la chapelle est élevée sur les plans de l'architecte Alexandre Marcel et achevée 10 années plus tard. Si le mémorial a été conçu comme un lieu de prière et de recueillement pour ceux qui ont survécu, l'ancrage de la mémoire au sein même du champ de bataille lui confère une valeur sacrée au point d'être devenu un lieu de pèlerinage. Sacré parce que synthétique des luttes et des épreuves traversées en commun par la nation entière et parce que point de convergence entre l'effort et les préludes de la victoire, comme le soulève un article de 2009 dédié à la chapelle. L'ensemble se voit ainsi classé au titre des monuments historiques en 2018 pour sa valeur tant architecturale que mémorielle. Et lors du procès-verbal de la commission, cette chapelle est par ailleurs comparée à un autre mémorial national, alors en attente de classement, celui de la basilique Notre-Dame de Lorette.
La basilique est construite sur le site de la bataille de l'Artois et prend place au cœur de la vaste nécropole nationale créée à partir de 1920. Confiée à l'architecte Louis-Marie Cordonnier, la construction de l'ensemble monumental comporte une chapelle de style néo-byzantin. Dans l'arrêté de protection, qui date donc de 2017, l'ensemble de la nécropole est reconnu, je cite, comme témoignage de l'art funéraire et commémoratif et comme la plus importante nécropole française de la Grande Guerre. Le procès-verbal de la commission fait quant à lui état de la majesté du site, avec son organisation rigoureuse, les qualités de composition des éléments bâtis et du décor. L'importance du souvenir des batailles pour la reprise de la colline en 1914 et en 1915 et la résonance avec le site de Vimy sur la colline toute proche sont autant de raisons qui sont mises en avant pour envisager son classement. Notons que la basilique Notre-Dame de Lorette, tout comme la chapelle de la Reconnaissance de Dormans, sont récemment protégées dans le cadre d'une campagne thématique menée par les monuments historiques sur le patrimoine de la Grande Guerre, dont l'objectif in fine est donc l'inscription à l'UNESCO. En partenariat avec la Belgique, une réunion de 13 départements du nord-est de la France a initié au début des années 2010 une candidature d'inscription sur la liste du patrimoine mondial à propos des paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre. La série regroupe un ensemble de 105 sites funéraires et mémoriels et comprend plusieurs édifices cultuels commémoratifs de la Grande Guerre. Pour être inscrit sur la liste, les sites doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle et satisfaire au moins l'un des 10 critères de sélection de l'UNESCO. Les critères mis en avant ici dans le dossier concernent l'installation et la généralisation d'une nouvelle tradition du culte des morts au combat, notamment via des monuments totalement nouveaux par leur architecture diversifiée aux formes symboliques, appelant à la mémoire et au respect du soldat mort à la guerre. Il est également précisé que les victimes sont reconnues de manière égale devant la mort. Le dossier, évalué en 2018 par les organisations consultatives de l'UNESCO, reçoit des réticences à promouvoir des sites qu'elle considère porteurs d'une mémoire négative en rapport avec la guerre et la mort, et donc l'inscription se voit reportée. De plus, afin de prouver leur importance, les biens doivent être au préalable reconnus d'intérêt et protégés par les dispositifs nationaux en vigueur, et donc en France être classés ou inscrits. En 2012, un rapport commandé par la Direction générale des patrimoines aux inspecteurs des patrimoines afin de réfléchir sur la problématique des protections des vestiges témoignant du premier conflit mondial et notamment de suggérer des critères dont voici la liste. Et en ce qui concerne plus précisément les édifices commémoratifs, il en ressort qu'une campagne systématique serait à mener selon les grilles d'analyse et les critères proposés afin de procéder à une sélection rigoureuse et équilibrée sur le plan national. Et c'est donc cette campagne que j'évoquais plus tôt. Dans le cas des édifices religieux commémoratifs de la Grande Guerre classés que nous venons de voir, parmi les critères convoqués en faveur de leur protection au titre des monuments historiques, la valeur mémorielle est sans grande surprise celle qui revient le plus souvent. Pour parler de cette valeur d'un point de vue artistique et architectural, à l'aune de la notion des monuments historiques, Alois Riegel expliquait déjà que dès l'érection du monument commémoratif, le moment désigné n'appartient plus au passé, mais demeure présent dans la conscience des générations futures. Et en effet, Franck David, historien spécialiste du patrimoine mémoriel, explique que l'espace mémorial possède plusieurs niveaux de lecture et plusieurs vocations, lieu du souvenir, lieu de mémoire et lieu d'histoire. La constitution du mémorial a pour but l'évocation du souvenir des pertes. Il devient à ce titre un emblème commémoratif, puis dans un troisième temps enseigne et renseigne sur un fait historique parfois d'ampleur. C'est alors que sa vocation patrimoniale peut être convoquée. Le rapport de 2012, que je vous montrais tout à l'heure, souligne effectivement comme critère d'examen numéro 1 l'importance historique du fait commémoré. Parallèlement à un culte d'ampleur nationale, se développe une commémoration locale marquée par l'installation au sein de chaque commune d'un monument aux morts. Plusieurs chapelles se voient également érigées pour honorer la mémoire des morts à une échelle locale. La chapelle du souvenir français de Rancourt-Plouchaven est édifiée au sein du cimetière militaire français sous l'impulsion de Marie Dubos, originaire de la région, qui entreprit sa construction en la mémoire de son fils tué à Rancourt en 1916. Sur les plans de l'architecte Pierre Paquet, la chapelle de style néo-roman est inaugurée en 1922.
À l'intérieur, le programme iconographique est dessiné en mémoire des morts des batailles de la Somme. En 1937, la propriété de cet édifice est transférée par la famille à l'Association du souvenir français. Elle est protégée en 2015 pour ses valeurs architecturales et mémorielles, tout comme pour sa représentativité du deuil collectif. Et comme en atteste le procès-verbal de la commission, l'édifice constitue aussi un vis-à-vis intéressant dans le paysage, puisque la chapelle, je cite, instaure un dialogue entre les deux nécropoles françaises et allemandes situées de part et d'autre. L'arrêté de protection souligne enfin la valeur patrimoniale du lieu, affirmant le rôle de transmission conféré à la chapelle, qui par ailleurs, lors de sa récente restauration, inaugure un lieu d'exposition permanente consacré à l'histoire religieuse de la Grande Guerre. Ainsi, après la guerre, la construction des monuments aux morts comme des chapelles commémoratives participe d'un élan spirituel pouvant s'inscrire aussi dans l'apaisement des familles des victimes. Parsemés dans le pays, les petits sanctuaires font partie du paysage quotidien et des sites où ils ont été élevés. S'ils ne possèdent pas toujours une valeur artistique ou architecturale de grande importance, ils ont une valeur historique et culturelle incontestable. Ce patrimoine pose néanmoins des problèmes de sauvegarde puisque le plus souvent isolés des grandes villes, les petits monuments sont plus difficiles à protéger, notamment du vandalisme et du vol. Au sortir de la Première Guerre mondiale, les 9 communes de la Meuse situées en zone rouge du champ de bataille de Verdun sont déclarées mortes pour la France et les ravages sont tels qu'il est décidé de ne pas rebâtir ces villages. Toutefois, ces derniers conservent leur existence administrative et ceci à titre mémoriel. Suivant la volonté des habitants, 9 chapelles commémoratives sont édifiées entre 1930 et 1934 afin de perpétuer non seulement le souvenir des victimes de la guerre, mais aussi celui des villages disparus. Ces chapelles, dites chapelles-abris, ont été en partie financées par les habitants. Et la demande de protection aux monuments historiques de cet ensemble, parce qu'elles sont vraiment considérées comme un ensemble, émane de la communauté d'agglomération du Grand Verdun en charge de leur entretien et elle s'inscrit dans une campagne menée à propos des édifices de la première reconstruction. En addition à leur valeur mémorielle, le procès-verbal de la Commission des monuments historiques, qui s'est tenu en 2020, explique que les 9 chapelles-abris, œuvre de 4 architectes différents, forment un ensemble cohérent autant d'un point de vue architectural qu'artistique. La qualité des décors est en effet largement soulignée. Dans le cadre de la chapelle du souvenir à Cerny-en-Lannoy, la volonté d'ériger un mémorial aux morts sur le chemin des Dames semble remonter à la fin des années 30, mais ce n'est finalement qu'en 1949, lors de la création du comité du mémorial du chemin des Dames, qu'un projet fut émis. La chapelle commémore les victimes nombreuses, françaises comme étrangères, tombées lors de l'offensive de 1917. Et inaugurée en 1951, elle fait office de mémorial écuménique pour donner suite à la demande de protection qui a été émise par l'association Sites et Paysages de la Grande Guerre. La chapelle est inscrite en 2017, considérée, je cite, comme témoin d'une volonté locale de créer un haut lieu de la mémoire sur le chemin des Dames. La volonté écuménique de la chapelle est également largement soulignée dans le procès-verbal. Et pour terminer rapidement, la Grande Guerre a marqué un tournant dans le traitement des victimes des monuments officiels et des mémoriaux ont été érigés dans des sites plus ou moins vastes dans la plupart des pays qui avaient perdu des soldats. Dans certains cas, dont nous choisissons ici 3 exemples d'édifices protégés au titre des monuments historiques, des mémoriaux religieux ont été érigés en France pour ces soldats étrangers. Dans cette volonté d'édifier donc un monument en mémoire des morts de la Grande Guerre, la Grande Mosquée de Paris débute sa construction en 1922. Cette mosquée néo-mauresque est construite à partir de matériaux décoratifs tels que des tuiles vertes, des faïences ou encore des mosaïques provenant des pays du Maghreb. Et l'édifice est inauguré en 1926 en présence du président de la République Gaston Doumergue et du sultan du Maroc Moulay Youssef. Au moment de sa protection au titre des monuments historiques, l'édifice est reconnu, je cite, comme un témoignage unique de l'histoire franco-musulmane. Il fait partie intégrante du paysage urbain du quartier où il est installé. De plus, la communauté musulmane de Paris lui est extrêmement attachée.
L'édifice se voit donc ainsi inscrit en 1983 en tant que témoignage exceptionnel de l'architecture, mais aussi de l'histoire musulmane en France. Construite à l'initiative de l'Association des officiers russes anciens combattants sur le front français, la chapelle orthodoxe de Saint-Hilaire-le-Grand est élevée à proximité du cimetière militaire russe, lui daté de 1916. Et donc cette chapelle est élevée en 1937 en souvenir des soldats russes morts en France entre 1916 et 1918. La chapelle est élevée selon les plans de l'architecte Albert Alexandrovitch Benoît et se démarque du paysage par son clocheton et le bulbe bleu qui surmonte le chœur. C'est un élément traditionnel de l'architecture en Russie. La demande de protection est motivée par l'association propriétaire et l'intérêt du monument tient à son aspect commémoratif, comme le signale le dossier de recensement de l'édifice. La chapelle est aussi reconnue comme une survivance de l'architecture du nord de la Russie. Et pour terminer, l'Église réformée des États-Unis d'Amérique élève ce temple protestant à Château-Thierry en mémoire des victimes américaines de la guerre. Édifié par l'architecte Paul-Philippe Cré, ce temple rappelle l'engagement des Américains lors de la Première Guerre mondiale et témoigne par certains éléments iconographiques comme son tympan de l'amitié franco-américaine. Ici, le motif de la demande de protection concerne autant l'architecture et le décor que le caractère commémoratif de l'ensemble. Sans conclure sur les définitions des critères de protection avancés en faveur de la patrimonialisation de ces édifices, car c'est un travail en cours que je mène actuellement dans le cadre de mes recherches de thèse de doctorat, on peut rappeler qu'il faut attendre les années 1990 pour voir s'établir plus certainement une patrimonialisation des lieux de culte construits en commémoration aux morts de la Grande Guerre. Et depuis le début des années 2000, puis ensuite avec l'anniversaire du centenaire, la protection des lieux de mémoire augmente et souvent portée par la volonté des associations, cette protection apporte une reconnaissance officielle supplémentaire de l'importance de l'événement de la Grande Guerre et du rôle joué par les disparus au combat. Je vous remercie. Je vous remercie.